Première intervention du professeur Klaus Reinhardt, ancien directeur de l'Institut für Cusanusforschung de l'Université de Trèves, spécialiste éminent et reconnu, qui va nous entretenir des étapes de la réception de Nicolas de Cuse, c'est-à-dire une perspective très générale qui, je l'imagine, va déboucher sur des indicateurs de périodisation de la réception de cet auteur important. Donc, vous avez la parole. On est très honorés de vous recevoir et nous sommes impatients de vous écouter. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le titre du dictionnaire présenté ici, l'Encyclopédie des mystiques rénants, Descartes à Nicolas de Cuse et leur réception, place Nicolas de Cuse dans le cadre de la mystique rhénane. C'est une perspective inhabituelle. Certes, on a toujours su que Nicolas a été influencé par la pensée d'Descartes, qu'il a défendu Descartes contre les accusations d'hérésie, et finalement, qu'il a contribué à la diffusion des idées écartiennes en faisant copier son œuvre latine. Mais généralement, on n'a pas considéré jusqu'alors le Cusin comme le continuateur Descartes. Et c'est pour diverses raisons. On visait à ne pas placer le Cusin dans la proximité d'un soi-disant hérétique. Entre-temps, ces accusations portées contre Descartes et Nicolas de Cuse s'avéraient injustifiées. Néanmoins, il est difficile de situer le Cusin dans le cadre de la mystique rhénane. Il est un personnage extraordinaire qui dépasse tous les modèles. D'une part, c'est un homme tout à fait actif. Sa vie était remplie par beaucoup d'activités pratiques. Par sa formation de juriste, il était avocat, conseiller du concile de Bâle, diplomate au service du pape, évêque, cardinal, prêcheur, fondateur d'un hospice pour les pauvres. D'autre part, lors des courtes pauses arrachées à la vie active, il rédigea des méditations philosophico-théologiques dans lesquelles il réfléchit sur le sens de l'existence humaine, de l'Église et de la société. Dans ces méditations, il apparaît vraiment comme un penseur dont toute la pensée trouve son fondement ultime et son accomplissement dans la théologie mystique. Même si ses intérêts philosophiques, théologiques, politiques et scientifiques étaient plus larges et plus variés. L'inspiration ne lui venait pas seulement des maîtres Descartes. Nicolas de Cuse a beaucoup de sources à sa pensée. À part Descartes, il fut influencé par Anselme de Canterbury, Thierry de Chartres, Raymond Lull,
Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Bonaventure et beaucoup d'autres théologiens médiévaux. Parmi les auteurs anciens, le Cussin appréciait particulièrement les pseudo-Denis, mais aussi Saint Augustin. Platon était pour lui le grand philosophe, mais il estimait aussi Aristote. Mais il ne s'arrêtait pas à ces deux grandes autorités de la philosophie, il remontait jusqu'aux pré-socratiques, Pythagore, Anaximandre, Protagoras. Finalement, le Cussin ne faisait que se référer à ces autorités en fondant la pensée dans l'expérience de chacun et dans la raison illuminée par l'Esprit divin. Selon Martin Grabmann, Nicolas de Cuse apparaît parmi les théologiens du Moyen-Âge tardif comme une haute montagne qui surplombe le paysage ondulé de la scolastique contemporaine. On peut s'approcher à cette montagne par divers chemins. L'encyclopédie s'approche en situant les Cussins dans son contexte et dans son raison d'influence, mais particulièrement dans le mouvement ici de la mystique de Maître Eckhart. C'est une nouvelle perspective de l'interprétation du Cussin, une nouvelle étape de sa réception. Il n'est pas facile de présenter l'histoire de la réception, même si on laisse de côté son activité de diplomate, d'évêque et de réformateur de l'Église, en se concentrant sur son œuvre littéraire. Le Cussin ne faisait pas partie d'une école et n'a pas fondé d'école. Il donnait des impulsions dans des directions tout à fait différentes. Grosso modo, on peut distinguer 4 étapes de sa réception. Première étape, la collection des écrits cuséens dans les éditions imprimées du XVe et XVIe siècle. Les idées de Nicolas de Cuse étaient bien reçues par divers centres religieux et humanistes de son temps. En France, c'était Jacques Lefebvre de Table et ses amis Charles de Bauvel, Jodocus Clitoveus, Gérard Roussel et d'autres. Un cercle qui, par Beatus Rhenanus, avait des contacts avec la mystique rhénane. En Allemagne, le monastère de Tegernsee jouait un rôle important. Également, quelques humanistes s'intéressaient à Nicolas de Cuse, entre autres
Jean Trittem, Jean Reuchlin, Johannes Eck, Hartmann Schädel et d'autres. Même Martin Luther, malgré de son aversion contre la mystique du pseudo-déni, ne pouvait pas se soustraire à l'influence du Cussin. En Italie, il faut citer Jean-Pic de la Mirandole et Léonard de Vinci. Le témoignage le plus impressionnant de la réception des idées QCN, ce sont sans doute les 4 éditions imprimées apparues en un siècle après la mort de l'auteur. En 1488, l'imprimeur strasbourgeois Martin Flach a publié la première édition en utilisant la collection des œuvres QCN conservées dans la bibliothèque de Cus. Collection faite à l'initiative du Cussin. Suivait l'édition de 1502 à Corte Maggiore, près de Milan. Alors, l'édition de Paris, 1514, par Jacques Lefebvre de Table, et finalement celle de Bâle par Henri Pétry. La plus importante est certainement l'édition de Paris, tandis que Martin Flach a supprimé dans la préface, dans l'éloge à Nicolas de Cus, de son ancien secrétaire Giovanni Andrea dei Busti, toutes les références à Platon, au pseudo-déni et à la mystique, en considérant Nicolas de Cus comme un aristotélicien. Lefebvre de Table, au contraire, a montré que l'intérêt de Nicolas de Cus consistait dans la prédilection du Cussin pour les pseudo-dénis, pour la mystique et pour les textes bibliques exposés dans les sermons. On voit la variété des effets de la pensée QCN. La première œuvre du Cussin imprimée n'était pas son écrit programmatique sur la ignorance, mais l'opuscule marginal et d'un peu obscur, la Conjectura de ultimis diebus, qui vit jusqu'à 1745 une douzaine d'éditions et de traductions. L'opuscule de Staticis Experimentis, qui est aussi un écrit plutôt marginal, suit avec 10 éditions. Il en résulte
que le Cousin fut considéré dès le début non seulement comme mystique, mais aussi comme philosophe aristotélicien et comme scientifique. On en a parfois fait les fondateurs des sciences modernes parce qu'il a remplacé les autorités par l'expérience et l'expérimentation. Pierre Duhem et Ernst Cassirer affirment qu'il a influencé Léonard de Vinci, mais cette thèse est très controversée. Nous venons à la deuxième étape. L'intérêt au Cousin se déplaça bientôt de la mystique à la cosmologie. Ce furent alors les idées du deuxième livre de la Docte-Ignorance sur le cosmos comme image de l'infinité divine qui passèrent au premier plan. L'abandon de la vision du monde géocentrique par lequel le Cousin surpassa Copernic en s'approchant de la position de Jean Kepler est corrélative de ces idées. Quelques philosophes ne se contentaient pas d'une perspective purement scientifique. Robert Flatt, Athanasius Kircher, Mersenne et d'autres utilisaient les connaissances scientifiques du Cousin pour établir, en remontant à des sources antiques, hermétiques et kabbalistiques, une cosmologie symbolique. Dans cette ligne d'interprètes, Giordano Bruno occupe une place particulière. Personne n'a pas repris les idées du Cousin avec telle intensité. Dans son discours d'adieu à l'université de Wittenberg, il fait l'éloge du divin Cousin. Giordano Bruno a repris beaucoup des idées couséennes, mais il les a également modifiées, quelquefois dans ce sens presque panthéiste, en rejetant la conception christologique du Cousin. De cette manière, Bruno a contribué beaucoup à une compréhension immanente de la cosmologie couséenne. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les références au Cousin furent moins importantes. Il n'y eut plus de nouvelles éditions. Mais il n'est pas juste de dire que Nicolas de Cuse est alors tombé dans l'oubli. Leibniz n'est pas une exception. Il faut prendre en compte l'influence indirecte de Nicolas de Cuse sur la philosophie de cette époque.
bien que les représentants de l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, Hegel, n'ont pas connu le Cousin et son œuvre, mais par l'intermédiaire de Giordano Bruno, ils ont repris quelques idées QCN. Dans son écrit sur Giordano Bruno, appelé Bruno, Schelling a repris beaucoup des idées du Cousin en les attribuant à Giordano Bruno. Troisième étape, au XIXe siècle, il y a une reprise des études sur Nicolas de Cuses à partir de la théologie. Quelques théologiens commençaient à s'intéresser aux idées du Cousin sur la constitution de l'Église comme concordance développée dans son œuvre de jeunesse, le De Concordantia Catholica, et modifié plus tard après sa conversion au parti papiste. En 1831, Johann Adam Möller a proposé un concours de la faculté de théologie catholique de Tübingen sur les activités ecclésiastiques et littéraires du cardinal de Cuses, concours qui a permis les investigations fondamentales de Franz Anton Scharpf et d'autres. Une autre impulsion venait de l'histoire des sciences. On étudiait surtout la position du Cousin dans l'histoire des mathématiques. Les deux impulsions de la part de la théologie et des mathématiques conduisaient à une étude renouvelée de la philosophie du Cousin, déjà au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, dans l'école néo-kantienne de Marburg. Hermann Cohen disait que le Cousin est le premier philosophe moderne. Son disciple Ernst Carrera publiait des œuvres importantes sur Nicolas de Cuses, par exemple Individu et Cosmos dans la Renaissance. En même temps, se développaient les études historiques. Il suffit de citer la biographie fondamentale d'Edmond van Steenbergen pour s'en rendre compte. On souhaitait une édition nouvelle de toutes les œuvres du cardinal. Après l'initiation des éditions critiques des opéras de Thomas d'Aquin, Albert Legrand, Raymond Lull et Maître Eckhart, l'Académie des lettres de Heidelberg décida en 1928
grâce à l'intervention de Ernst Hoffmann et Raymond Libanski, de publier toutes les œuvres de Nicolas de Cuse dans une édition critique. Presque 77 ans plus tard, en 2005, fut terminée, au moins en principe, l'entreprise qui contient en 20 volumes toutes les œuvres philosophiques, théologiques, politiques et scientifiques de Nicolas de Cuse. De plus, les presque 300 sermons. L'édition des Opera Omnia est accompagnée par une riche collection de tous les documents relatifs à la vie du Cusin, les Acta Cusana, publiés par Erich Meuthen et Hermann Hallauer. Dans ce contexte, les rapports entre Eckhart et Nicolas de Cuse furent étudiés à nouveau, frais. Il suffit de citer les noms de Joseph Koch et de Rudolf Haupst. L'encyclopédie s'inscrit dans cette tradition. Quatrième et dernière étape, l'étape contemporaine de la réception du Cusin se distingue par une diffusion mondiale des idées de Nicolas de Cuse. Dans beaucoup de pays furent fondées des sociétés cuséennes aux États-Unis, en Argentine, en Japon, en Russie et en Italie. Tous les thèmes de Nicolas de Cuse sont étudiés aujourd'hui de manière historique et en même temps systématique, en dialogue avec la pensée contemporaine, et maintes fois on découvre dans ce dialogue de nouveaux aspects de la pensée du Cusin. Quelques spécialistes de Nicolas de Cuse s'inquiètent de la situation des études cuséennes ouvertes à tous, en craignant que le Cusin soit invoqué sur n'importe quel thème, perdant ainsi son identité. Moi, je ne vois pas ce danger. Pour le montrer, je voudrais terminer avec deux conclusions qui résultent de l'histoire de la réception. Premièrement, le meilleur moyen de ne pas perdre l'identité de Nicolas de Cuse, c'est d'étudier ces textes mêmes. L'histoire a montré bien l'importance des éditions
et de bonnes traductions. Deuxièmement, il est inutile et impossible de réglementer et censurer l'interprétation de Nicolas de Cuse. L'histoire de la réception a démontré suffisamment que la force des idées QCN s'impose par elle-même à l'encontre des fausses interprétations. Dans son opuscule Idiota de Sapientia, Nicolas de Cuse invite à ne pas se fier aux autorités, mais à la raison illuminée par le Logos divin. Merci beaucoup pour votre attention.